Depuis la version 16 d'Angular, un nouveau type de données a été introduit et va représenter un changement majeur dans la façon de faire du framework. Tu en as peut-être déjà entendu parler, il s'agit des signaux. Et c'est extrêmement important que tu apprennes à t'en servir dès le début, car tu verras que ça te permettra très facilement de bénéficier de deux avantages. Le premier, ça va être d'améliorer la performance lors de la détection de changement qui est opérée par Angular. Et le deuxième, et à mon sens, c'est peut-être celui qui est le plus important et par lequel tu te sentiras le plus concerné, c'est que ça te permettra de grandement simplifier ton code et de commencer à introduire de la réactivité dans ton application sans forcément avoir besoin de passer par RxJS et les observables. Pour que tu puisses comprendre pourquoi l'intégration des signaux représente un changement majeur dans la façon de faire d'Angular, eh bien, il faut tout d'abord que je t'explique rapidement comment fonctionne la détection de changement à l'heure actuelle. Pour t'expliquer ce qu'est la détection de changement, je vais partir d'une application que tu as certainement déjà dû utiliser, c'est Airbnb. Imagine que tu veux réserver un logement pour tes prochaines vacances, eh bien, tu vas te rendre sur le site d'Airbnb qui va t'afficher une liste de logements par défaut. Ici, peut-être que tu voudrais filtrer les logements en fonction de différentes catégories. Par exemple, ici, si tu cliques sur bord de mer ou peut-être à la campagne ou sur n'importe quelle autre catégorie. Maintenant, imagine également que tu aies plus d'informations sur ton séjour et que tu veuilles rentrer ta destination, peut-être ta date d'arrivée ou de départ, ainsi que le nombre de voyageurs. Après avoir lancé ta recherche, peut-être que tu vas trouver un bien qui t'intéresse sur lequel tu aimerais avoir plus d'informations. Tout simplement, tu vas cliquer dessus. Tu vois qu'ici, tu as une vue plus détaillée qui va s'afficher, donc sur une nouvelle page. Et de la même façon, tu pourras continuer à interagir si tu veux réserver, si tu veux demander plus d'informations, afficher photos ou tout ce que tu veux. Tu vois que dans un cas très simple, comme on a fait maintenant, tu as déjà interagi plusieurs fois avec l'application et à chacune de ces interactions, eh bien, tu t'attends à ce que l'affichage soit mis à jour pour que tu puisses continuer à utiliser le service. La détection de changement, c'est tout simplement le mécanisme qui va te permettre de détecter quand un élément doit être modifié sur ton affichage suite à l'interaction de ton utilisateur. Maintenant qu'on a vu ce qu'était la détection de changement, peut-être que tu te demandes comment est-ce qu'elle est gérée dans Angular. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Angular te propose deux modes de détection de changement. Dans le mode par défaut, à chaque fois que tu vas interagir avec un élément de ton application, eh bien Angular va reparcourir l'entièreté de l'arbre des composants et pour chacun d'entre eux, eh bien, il va vérifier s'il y a une modification. Si c'est le cas, il va mettre à jour le composant avec la nouvelle valeur à afficher. Pour que ce soit un peu plus visuel, vois le fonctionnement de ce mode sous forme de schéma. Tu vois qu'ici, on a un arbre de composants qui sera généré par Angular. À un moment, on va avoir une interaction sur un élément enfant de notre application. À ce moment-là, Angular va reparcourir l'entièreté de l'arbre des composants pour vérifier s'il y a un changement de valeur sur chacun des composants. Le deuxième mode de détection de changement, donc le mode onPush, te permet de limiter le nombre de vérifications effectuées par Angular. En fait, l'idée derrière ce mode est très simple, c'est que si la référence des données que tu as passées en input d'un composant ne change pas, eh bien, le composant n'a pas de raison de changer. Et par conséquent, ça ne sert à rien de faire les vérifications pour comparer l'ancienne et la nouvelle valeur. Pour que ce soit plus clair, on va de nouveau représenter ça sous forme d'un schéma. Tu vois qu'on a toujours un arbre de composants, et à un moment, on va avoir une interaction sur un élément enfant de notre application. La différence avec le cas précédent, c'est que cette fois, le composant qui est sur notre branche de droite est en mode onPush. Alors tu vois qu'on va toujours partir de la racine de l'application pour venir parcourir les composants, mais dans la mesure où la référence de l'objet passé en input du composant qui est déclaré comme onPush n'est pas changée, eh bien on ne va pas faire les contrôles pour vérifier si la donnée a changé ou non. Ce qui permet à Angular de limiter le nombre d'opérations réalisées. Jusqu'à présent, cette façon de faire d'Angular était souvent critiquée, mais tu verras que tout va changer depuis l'intégration d'un nouveau type de données dans la version 16 d'Angular, les signaux. Le signal, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un type qui va te permettre de stocker une valeur, mais la particularité de ce type, c'est que tu vas être en mesure d'être notifié à chaque fois que la valeur est modifiée. Maintenant que tu sais ça, imagine si tes composants étaient basés sur l'utilisation des signaux. Ça veut dire que Angular n'aurait plus besoin de reparcourir l'entièreté de l'arbre des composants pour détecter s'il y a besoin de modifier l'affichage ou non, et que tu pourrais modifier directement le composant pour lequel ton signal a émis une nouvelle valeur. Eh bien ça, figure-toi que c'est l'objectif de la prochaine version d'Angular qui devrait être déployée en fin d'année, donc la version 17. Et c'est la raison pour laquelle c'est important que tu apprennes à te servir des signaux dès maintenant, parce qu'on prend de plus en plus d'ampleur dans les prochaines versions du framework. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, en plus de bénéficier d'une amélioration des performances d'Angular, le fait d'utiliser les signaux va te permettre de grandement simplifier ton code et d'y introduire de la réactivité sans forcément avoir besoin de passer par RxJS ou les observables. Je te conseille donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque maintenant on va voir un cas d'usage un peu plus concret sur comment est-ce que tu pourrais te servir des signaux dans tes futures applications.
On va réaliser ensemble une application qui va te permettre de suivre ta consommation de boissons. Pour pouvoir utiliser cette application, eh bien, on aura besoin de plusieurs fonctionnalités, à savoir pouvoir afficher le nombre de boissons consommées, pouvoir sélectionner une quantité, pouvoir incrémenter ou décrémenter la quantité de boissons, mais on voudrait également gérer plusieurs types de boissons et on voudrait aussi pouvoir conditionner l'affichage d'éléments sur notre interface en fonction du type de boisson consommée. On va réaliser tout ça avec des signaux pour que tu puisses voir comment t'en servir et également la facilité avec laquelle tu peux introduire de la réactivité sans avoir besoin d'utiliser les observables. Pour commencer, voilà à quoi ressemble le code. Tu vois que c'est très simple. Ici, on va juste avoir un tableau d'index et l'image de notre verre vide. Et côté HTML, eh bien, tout simplement, on va boucler sur notre tableau pour afficher notre image. La première fonctionnalité qu'on va vouloir implémenter, ça va être de pouvoir afficher le nombre de verres qu'on a consommés. Donc pour ça, je vais dans mon composant et ici, je vais commencer par récupérer l'image à afficher lorsque le verre sera plein. Et maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est un moyen de pouvoir stocker la quantité. Cette quantité, pour ça, je vais utiliser un signal. Donc tu vois, si tu veux créer un signal, il te suffit tout simplement d'appeler la méthode qui est mise à disposition par Angular et en paramètre, tu vas lui passer la valeur initiale que tu veux stocker. Les composants, c'est très simple. Avant, on bouclait uniquement sur l'image de verre vide et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, eh bien, c'est qu'on va tout simplement vérifier que la quantité est supérieure à l'index. Si c'est le cas, on va afficher l'image du verre plein et sinon, on va afficher l'image du verre vide. Si je reviens sur notre interface, tu vois qu'on a bien le nombre de verres consommés qui est affiché à l'écran. La prochaine fonctionnalité qu'on va implémenter, ça va être de pouvoir sélectionner le nombre de verres qu'on a bu au cours d'une journée. Ce qui nous manque pour le moment, c'est le moyen de pousser une nouvelle valeur à notre signal. Et pour ce faire, c'est très simple. Tu vois qu'on peut faire ça directement depuis le HTML. Lorsqu'on va cliquer sur le verre, eh bien, il nous suffit d'appeler la méthode set du signal en lui passant sa nouvelle valeur. Si je reviens sur l'interface et que je clique sur un verre, tu vois qu'ici maintenant, je suis en mesure de sélectionner le nombre de verres que j'ai bu et donc de passer une nouvelle valeur à mon signal. La prochaine fonctionnalité qu'on va vouloir implémenter, ça va être de pouvoir laisser à l'utilisateur la possibilité de décrémenter ou d'incrémenter le nombre de verres via des boutons. Ici, la petite distinction qu'on va avoir par rapport à notre exemple précédent, c'est qu'on va chercher à mettre à jour la valeur du signal à partir de sa valeur actuelle. Si on retourne dans notre composant, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Eh bien, on va tout d'abord commencer par écrire la méthode qui va décrémenter le nombre de verres. Tu vois qu'ici, à la différence du cas précédent où on a appelé la méthode set pour passer une nouvelle valeur, eh bien, on va appeler la méthode update du signal. Cette méthode, elle va nous permettre d'avoir accès à la valeur actuelle de notre signal, ici le quantity, et on va pouvoir lui affecter une valeur à partir de cette dernière. Du coup, notre méthode décrément, qu'est-ce qu'elle fait? Via la méthode update, elle va récupérer la valeur actuelle du signal vers le quantity. Si la quantité est supérieure à 0, alors on va la décrémenter, et sinon, on va renvoyer 0. Pour la méthode responsable d'incrémenter le nombre de verres, eh bien, on va utiliser la même logique. On va également appeler la méthode update. Cette fois, on va tout simplement s'assurer que la valeur max correspond à la taille de notre tableau, pour ne pas qu'on puisse sélectionner plus de 5 verres comme ceux qui sont affichés à l'écran. HTML, eh bien, c'est très simple, tu vois qu'il nous reste tout simplement à ajouter nos boutons en les câblant ici avec le clic sur le décrément et l'incrément. Tu vois que maintenant, on a bien 2 boutons en plus. Et si je clique sur le bouton moins, eh bien, je vais réduire le nombre de verres. À l'inverse, si je clique sur le bouton plus, tu vois que le nombre de verres s'incrémente. Donc les méthodes update te permettent de mettre à jour la valeur du signal à partir de sa valeur actuelle. On a quelque chose qui commence à bien fonctionner et maintenant on va introduire de la réactivité dans cette application. Pour le moment, on peut uniquement suivre la consommation de verres d'eau. Et maintenant, ce qu'on va introduire, c'est un nouveau type de boisson. Pour commencer, on va utiliser la Unenum que j'ai préparée avant. Et un petit tip que je peux te partager au passage, c'est que si tu veux travailler avec une enum dans ton template, eh bien moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de créer une variable dans mon composant avec la même case que l'enum. Et comme ça, tu as l'impression de vraiment pouvoir travailler avec naturellement. On va venir créer un signal qui va contenir le type de boisson qu'on va vouloir suivre. Et donc, on va l'initialiser avec le verre d'eau. Côté HTML, il nous suffit de rajouter des éléments pour qu'on puisse interagir avec ce type. Donc moi, je te propose, ça va être de rajouter ici des radio-boutons qui vont te permettre simplement de sélectionner le type de boisson que je souhaite suivre. Maintenant, si tu reviens sur notre interface, eh bien, on a notre radio-bouton avec nos verres d'eau ou notre café. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que si ici je clique sur le café, eh bien que automatiquement, ici, je change d'icône pour afficher non plus le verre d'eau, mais une tasse de café. Pour ce faire, je vais commencer par exporter dans des constantes mes 4 images.
Donc mon image pour mon verre vide et mon verre plein et pour ma tasse de café vide et ma tasse de café pleine. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on modifie, ça va être au niveau de la manière de récupérer ici notre empty image URL et notre feed image URL. Et la modification qu'on va venir apporter ici, c'est qu'au lieu de stocker une chaîne de caractères qui va contenir l'URL de notre image, eh bien, on va plutôt stocker ça dans un signal. Mais ça va être un signal un peu particulier car c'est un signal qui va être en read-only et qui va être réévalué à chaque fois qu'un des signaux utilisés à l'intérieur émet une valeur. Et ce signal, il est rendu accessible par Angular via la méthode computed. Donc, dans mon computed, qu'est-ce que je fais? J'ai la même logique pour l'image du verre vide ou du verre plein. C'est que tout simplement, je vais venir regarder la valeur de mon type. Si je suis sur drink.water, eh bien, je vais afficher l'image rattachée au verre d'eau. À l'inverse, si jamais du coup je suis sur drink.coffee, eh bien, je vais venir afficher l'image rattachée à la tasse de café. Il va nous rester une toute petite modification à apporter à notre HTML. Tu vois qu'ici, jusqu'à présent, lorsqu'on voulait valoriser la source de notre image, eh bien, on lui passait une chaîne de caractères. Et maintenant, puisqu'on veut accéder à la valeur d'un signal, eh bien, il va falloir qu'on passe des parenthèses pour appeler le signal et récupérer sa valeur. Si je retourne sur mon interface, tu vois que maintenant, je sélectionne la tasse de café et automatiquement, ici, mes icônes sont mises à jour. Et tu vois que très facilement, on a déjà commencé à introduire de la réactivité dans l'application sans avoir besoin d'utiliser RxJS ou les observables. La dernière fonctionnalité qu'on va ajouter à cette application, ça va être d'afficher un message qui va être conditionné à la fois sur le type de boisson et sur le nombre de verres consommés. Pour faire ça, c'est très simple. On va de nouveau utiliser la méthode computed pour pouvoir créer un message qui sera réévalué à chaque fois que la quantité ou le type seront modifiés. Et la dernière modification qui va nous rester à apporter dans le HTML, ça va tout simplement être d'afficher notre message. Si on revient sur notre interface, tu vois qu'ici, si je viens changer le nombre de verres ou bien le type de boisson, j'ai un message qui se met à jour automatiquement. Si tu es habitué à travailler avec les observables, tu pourrais me dire que aujourd'hui, il n'y a rien de magique, et ça, on peut déjà le faire avec des observables. Et c'est vrai qu'on peut le faire de la même façon. Par contre, ça va te demander un peu plus de code et ça va te demander forcément de connaître des opérateurs et d'être à l'aise avec les principes de RxJS. Tu vois que, par exemple, on pourrait avoir quelque chose de similaire si on avait du coup un form control pour le type, un form control pour la quantité, qu'on voudrait être en mesure de réagir sur chacun des changements. Voilà, cette fois-ci, c'est le combine test, le start with, un pipe, un map. Et là, en fait, tu vois que tu as l'équivalent entre les deux, sauf que ça, tu peux le calculer de manière dynamique. Et ce qu'il faut garder en tête, et c'est quelque chose que l'équipe de développement d'Angular a bien précisé, c'est que les signaux n'ont pas vocation à remplacer RxJS, mais l'idée, c'est plus qu'ils soient complémentaires. Et on peut passer d'un observable à un signal et d'un signal à un observable. Les signaux, je trouve, sont beaucoup plus pratiques dans le cas comme ça d'une propriété calculée, où tu vas avoir besoin pour un getter, pour un message ou même juste pour récupérer tes valeurs directement. Par contre, si jamais tu as besoin de faire des traitements plus compliqués, comme par exemple, peut-être que ici, en fonction de ces champs, lorsqu'on fait des modifications, on devrait refaire un appel à notre API ou faire des transformations. Voilà. Si jamais tu as d'autres traitements, ça peut être pertinent de passer par un observable. Mais en attendant, si ce que tu veux, c'est juste afficher une propriété calculée, ben, les signaux remplissent tout à fait cette condition et ça te permet d'avoir un code qui est plus facile à comprendre et également par des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec RxJS. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ce qu'étaient les signaux et surtout comment est-ce que tu pouvais les utiliser dans tes prochaines applications. Et si tu veux jouer avec l'application qu'on a réalisée pendant cette vidéo, eh bien je t'ai mis le lien du repo dans la description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire ou même à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je t'ai également mis le lien dans la description de la vidéo. Salut!